Oui, je vois le petit point. C'est Ok, bon. c'est bon. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour à toi Sung. Bon, Bonsoir Olivier. un petit peu de retard, nous allons démarrer donc cette petite conférence sur l'ostéopathie périnatale et pédiatrique. Je suis déjà heureux de t'accueillir ce soir, Sung. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Avec plaisir. de te faire partager ta passion pour l'ostéopathie pédiatrique. L'idée, c'est de. Alors, il y a quelques personnes qui sont en mission. Voilà. L'idée, c'est de, évidemment, partager du contenu sur Internet, hein, sous forme de visio, de parler un petit peu d'ostéopathie, particulièrement ce soir, bien sûr, périnatale et pédiatrique en ta compagnie. C'est la 8e conférence qu'on fait gratuitement sur Zoom. Donc, il y en a eu d'autres, bien sûr, il y en aura encore, hein, avec la chaîne montante, C2, le sacrum, etc., et le reboutement. Et donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Sung, qui va nous parler de son expérience, de l'équipe pédiatrique qui l'entoure et de sa passion pour ce domaine ostéopathique qui, bien sûr, est très, très demandé, hein, d'un point de vue patientèle, et où la demande ne fait que croître, et justement où beaucoup d'ostéopathes se voient aujourd'hui un peu démunis dans l'apprentissage de base. Moi-même, voilà, je suis parfois confronté à des interrogations. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire la formation avec toi, mais ça ne serait tardé, car effectivement, ce domaine de la pédiatrie est parfois un peu mal enseigné ou pas assez enseigné dans la formation primaire. Bonjour Soum, comment vas-tu déjà pour commencer? Eh ben, écoute, ça va bien. Je te remercie. Tout va bien? Ouais, Donc, bien, ça va. voilà, l'idée, c'est déjà, on va te présenter un peu l'équipe. Alors, effectivement, tu fais partie d'une équipe pédiatrique avec Laura Mayol, Soum, toi-même, donc, et Pierre-Michel Dugailly. J'ai envie déjà de te poser comme question, comment vous êtes-vous connus, quelle est votre complicité, qui fait quoi, comment s'organise un petit peu L'équipe. cette équipe. Bon, alors, donc, notre équipe se connaît déjà depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire un nombre certain d'années, à savoir que Laura, Pierre-Michel et moi avons fait connaissance dans le milieu universitaire, hein. Donc, on est tous les trois issus de la filière universitaire de l'Université de Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles. Pierre-Michel y a effectué d'ailleurs son doctorat et y a exercé euh, à l'hôpital académique Erasme et en tant également que chef de service pendant 4 à 5 ans à la tête du département ostéopathie de la faculté des sciences de la motricité. Laura a fait son parcours universitaire d'ostéopathie donc au niveau du master d'ostéopathie à l'ULB. Et moi, donc, j'ai fait mes études et de kiné et de kinésithérapie ostéopathique à l'ULB. J'ai fini ma formation dans une structure privée, donc un collège, une structure plus classique en ostéopathie au Sutherland à Namur. Et nous avons tous les trois la particularité d'avoir et encore de donner des cours à l'ULB en ostéopathie et en anatomie. Alors effectivement, quand je regarde un petit peu le parcours, c'est un parcours très riche. Je vois que toi, comme les autres, êtes tous diplômés d'ostéopathie, bien sûr, mais pas que d'ostéopathie, formateurs à la fois en France, bien sûr avec Ostéostructure, en Belgique, aussi en Pologne. Oui. Alors je fais passer un petit peu pour que tout le monde puisse voir les différents CV qui sont assez riches. Vous intervenez tous dans des structures universitaires, des structures aussi pédiatriques, hein, telles que Laura est attachée à la maternité, donc au centre néonatal hôpital universitaire d'Erasme à Bruxelles. Euh, donc vous avez tous un riche passé à la fois ostéopathique, mais surtout dans l'ostéopathie bien sûr pédiatrique. Et autour de vous s'articulent comme ça des recherches, vous faites beaucoup de recherches, vous faites beaucoup de publications.
Alors voilà, c'est peut-être un petit peu la particularité de notre groupe, je dirais, de pédiatrie, c'est qu'on a quand même réellement cette spécificité d'être actif dans le domaine de la recherche. Donc Pierre-Michel étant PhD, donc docteur en sciences biomédicales, lui a réellement un parcours assez exceptionnel en tant que chercheur. Laura fait de la recherche clinique au sein de son hôpital et au sein d'unités donc de l'URSO, hein, l'unité de recherche en sciences de l'ostéopathie, donc à l'ULB, ainsi que moi. Donc moi, je suis ce qu'on appelle un thésard, hein, donc je suis en parcours doctoral. Je fais une thèse sur les troubles de succion, donc la prise en charge orofaciale des troubles de succion au niveau ostéopathique. Et donc, effectivement, on a, je dirais, quand même en toile de fond ou en fil d'Ariane réellement cette spécificité de recherche, en tout cas d'être attaché à la recherche clinique et d'avoir vraiment cette approche scientifique, en tout cas aussi scientifique que possible, au plus près en tout cas de ce qui se fait en matière de recherche en ostéopathie pédiatrique. Bah, c'est très bien, félicitations parce que voilà, le parcours est élogieux, beaucoup de choses à dire encore là-dessus, mais bon, on ne va pas s'éterniser. De toute manière, je passerai le petit PDF à tout le monde pour voir un petit peu vos différentes spécialités et cursus. Et après une petite présentation tout à l'heure, on en arrivera justement à parler de troubles de la succion qui est ton domaine un petit peu dans cette formation pédiatrique que l'on propose donc sur l'île. Donc, pour résumer un petit peu ton activité, tu es ostéopathe libéral, ostéopathe attaché à la maternité au centre néonatal des hôpitaux Iris Sud et Delta. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. Tout à fait, c'est ça. Formateur international, tes journées sont bien remplies. C'est le cas de le dire, oui. Donc, je ne suis pas marié, mais si je devais être marié, probablement je serais autant marié à ma femme qu'à mon métier. Tu interviens aussi, vous intervenez aussi en Pologne, si j'ai pu Oui, c'est bien comprendre. ça, tout à fait. Ouais, Ah, ouais. c'est bien. Et là-bas, comment se passe un peu? Vous avez un traducteur? Comment se passe? Quel est le niveau? Qu'est-ce que tu penses un peu de nos amis polonais? Mais écoute, donc l'ostéopathie s'est implantée assez relativement récemment, hein, donc ça fait une vingtaine d'années que le premier collège a vu le jour en Pologne. Je pense même un petit peu moins, mais bon, j'ai plus la mémoire exacte de à quand l'implantation du premier collège d'ostéopathie. Et c'est au PAO, Ostéon, donc la capitale, Varsovie. c'est Varsovie, donc ils sont implantés dans la banlieue de Varsovie, ce premier collège d'ostéopathie a vu le jour il y a une petite vingtaine d'années. Ils sont venus se former en Belgique et puis de là a germé l'idée d'implanter l'ostéopathie et sa formation en Pologne. Je dois dire que donc là, le premier séminaire qu'on a donné, Pierre-Michel et moi, en ostéopathie pédiatrique, c'est il y a 2 ans. J'étais quand même très positif sur leur niveau, hein, en termes de qualité de participants et de réflexion sur leur pratique au quotidien, quoi. Oui. Ouais, l'ostéopathie s'ouvre un peu hein, en Europe. Ouais, J'ai même eu l'occasion d'aller faire aussi un cours là-bas et j'avoue que j'étais très impressionné du niveau. tout à fait. Et bien sûr, avec le Covid, maintenant tout est un petit peu ralenti en ce qui concerne un peu l'international, mais j'ai moi-même aussi on va dire des ouvertures sur la Roumanie qui paraît aussi apparemment très intéressée sur notre Je ostéopathie pense et que sont très, très motivés. Ce sont des pays qui sont très motivés. tout à fait. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet après cette présentation. Donc voilà, j'ai fait un petit peu fait des questions-réponses, mais que peut apporter un petit peu l'ostéopathie en pédiatrie? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de plus par rapport à l'ostéopathie un petit peu classique? Alors, je dirais que bon, si les principes de l'ostéopathie appliqués à la pédiatrie restent les mêmes fondamentaux, on reste sur, je dirais, quand même des troubles fonctionnels, des troubles de la fonction. Il n'en demeure pas moins que les plaintes pour lesquelles nos patients nous sont référés
et pour lesquels les parents viennent nous consulter sont quand même bien spécifiques aux nourrissons et aux nouveau-nés. À savoir que je dirais que la majorité des consultations restent quand même dédiées aux enfants entre 0 et 1 an. Donc, la grande majorité des nourrissons qui viennent en consultation sont quand même des nourrissons âgés de moins d'1 an. Maintenant, ça n'exclut pas évidemment la prise en charge pédiatrique et de l'adolescent, hein. Donc, la pédiatrie, ça va quand même jusqu'à 18 ans, jusqu'à la majorité. Maintenant, clairement, sur l'ensemble du contingent de patients qui nous sont adressés, c'est quand même en grande majorité des enfants de moins d'1 an. Et donc, clairement, les plaintes qui sont, je dirais, traitées en ostéopathie pédiatrique sont quand même assez spécifiques. Ça va, je dirais, des déformations crâniennes, aux torticolis, aux asymétries posturales, euh, jusqu'aux troubles de succion, aux troubles digestifs. Donc, on a réellement quand même une batterie de plaintes qui leur sont spécifiques. Voilà, c'est ça. Si je peux décrire en tout cas les conditions dans lesquelles on travaille, c'est vraiment effectivement avec une spécificité des plaintes propres aux jeunes enfants et aux nourrissons. Alors, justement, sur quel concept, sur quelle base scientifique vous appuyez-vous? Voilà, quelle est un petit peu votre approche par rapport à cette ostéopathie pédiatrique? Euh, Mhm. Qu'est-ce qui vous différencie un petit peu des autres formations? Quelle est un petit peu votre spécificité? Alors, je pense qu'effectivement, on n'est pas les premiers je dirais, avoir formé, je dirais, un groupe d'enseignement concernant l'ostéopathie pédiatrique. Maintenant, je dirais que si on doit définir un concept, ce n'en est pas vraiment un, mais en tout cas, on effectue de manière systématique une revue de littérature actualisée et qui se tient à jour dans le temps sur, je dirais, l'état de la question au niveau scientifique. Donc, on va parler, par exemple, des troubles digestifs, de coliques. Eh bien, euh, au travers, je dirais, de l'ensemble des interventions des différents membres, je dirais, s'attribuer les tâches et chaque membre va, en fonction des plaintes que lui va traiter, effectuer une revue de littérature, je dirais, exhaustive concernant cette plainte. Donc, concernant la colique, on va faire la revue de littérature concernant, je dirais, la physiopathologie de ce qui sous-tend à la plainte de colique. Et également, c'est assez large en termes de thérapeutique. Donc, quelles sont les prises en charge actualisées et pertinentes en matière de colique. Ok, Voilà. Donc, donc vraiment, on a cette systématique de scanner la littérature scientifique et au travers également de notre parcours professionnel, de nos expériences cliniques et expertises cliniques respectives, eh bien, effectivement, on va développer autour d'une thématique une revue de littérature à laquelle va s'articuler, à laquelle va suivre une prise en charge thérapeutique. ouais, voilà, c'est un peu avoir les moyens, les résultats pour obtenir des objectifs Tout à par fait. l'intermédiaire de la science. Et ce que peut nous amener la science dans les En tout troubles. cas, l'état de la question sur le plan scientifique actualisé pour chaque plainte, pour chaque thématique abordée dans ce cours. C'est ce qui fait un peu entre guillemets, la force un peu de cette formation. C'est justement les bases scientifiques sur lesquelles vous vous appuyez. C'est un peu cette force. Alors bon, il est évident qu'en matière d'ostéopathie, à l'heure actuelle, je pense qu'on souffre de notre jeunesse, à Oui. savoir que c'est une discipline quand même, une des sciences de la santé qui est la dernière arrivée sur le marché des différentes sciences de santé. Maintenant, clairement, je pense qu'il n'en demeure pas moins qu'il faut absolument enrichir notre profil d'activité et tendre vers un profil de l'ostéopathe moyen qui doit se rapprocher au plus près, en tout cas autant que faire se peut, de ce qui se fait de mieux en termes d'actualité scientifique. Donc c'est clair que si on peut euh,
s'adjoindre les services de la science et les connaissances scientifiques actualisées, il faut le faire, je pense. Ah ouais, tu as tout à fait Ça raison. nous, ça nous donnera du poids, de la pertinence, ça va majorer l'efficacité de nos traitements euh, dans notre pratique clinique quotidienne, mais également dans la perception qu'ont les autres professions qui nous côtoient de notre pratique clinique. C'est sûr qu'on manque énormément de bases scientifiques et moi aussi, dans mon enseignement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu par hasard et on ne peut pas se fier au hasard. Le hasard n'existe pas. Et on manque énormément de rapports scientifiques. Et c'est vrai que moi aussi, je privilégie toujours l'anatomie, la neurophysiologie, la physiologie, la clinique avant tout, et non pas une ostéopathie qui part un peu trop parfois, à mon goût, sur les terrains de l'ésotérisme. On est bien d'accord sur cette, cette question qui fait débat hein, au cœur même de notre profession. Je pense qu'effectivement, quand bien même nos mains ne nous tromperaient pas, je pense que là, nos patients peuvent en attester au quotidien. Je crois qu'effectivement, les mains des ostéopathes, dans leur toute grande majorité, sont très efficaces et procurent énormément de bienfaits. Maintenant, toute la question et tout le débat va se situer sur ce qui sous-tend à cette action manuelle. Qu'est-ce qui va, je dirais, guider nos mains? Il y a effectivement, c'est ce qu'il y a dans nos têtes. Et alors là, par contre, ce qu'il y a dans nos têtes, on n'est pas tous d'accord sur la manière dont on conçoit notre métier, sur la manière dont on perçoit les choses et sur la manière dont on va les expliquer à nos patients et à nos collègues des différentes professions de santé qui nous entourent. Donc, on va parler un petit peu, avant d'aborder les troubles de la succion, on va parler un petit peu du programme de la formation. C'est un programme qui se fait donc sur 5 journées avec 2 week-ends, hein, donc un week-end de 2 jours, un week-end de 3 jours. Pierre-Michel commence, ouvre le bal. Toi, tu fais la suite, hein, le deuxième séminaire et Laura donc termine la 5e journée. Donc voilà, dans cette un peu tripartite, hein, donc dans cette trilogie un peu hein, autour de la pédiatrie. Donc effectivement, Pierre-Michel commence beaucoup par un peu des éléments d'embryologie, le développement du rachis, le développement du crâne, la biomécanique des sutures, tous les grands rappels anatomo-physiologiques, bien sûr, les déformations crâniennes, l'examen clinique, très important, puisque effectivement, j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez de clinique et encore moins de clinique pédiatrique, la neurologie du nouveau-né, l'examen donc d'observation, la palpation, l'examen fonctionnel, et bien sûr, on voit donc approche structurelle. Donc ça, tu vas pouvoir un peu nous en parler après, ce que vous entendez par approche structurelle et tissulaire, donc en fonction des torticolis, des formations crâniennes, des troubles de la succion qui est ton domaine, le reflux gastro-œsophagien, les coliques, le canal lacrymal, le titre et bien sûr le trouble du sommeil, l'étude de cas. En fait, on peut s'apercevoir que dans ce programme de formation, tout est passé en revue. Hein, quasiment tout est passé en revue. En tout cas, les plaintes, les 90% des plaintes de nouveau-nés sont abordées. Et j'aurais voulu un peu te poser cette question, qu'est-ce que tu entends par approche structurelle? Qu'est-ce que tu entends par ce mot structurel? Vous faites Alors, des blogs sur les bébés? ah non, alors, par contre, voilà, si la question est est-ce qu'on effectue des techniques HVBA sur nos bébés, non. Je te dis tout de suite que non. Non, Il je n'y a m'en doute un pas, peu, mais voilà, je il y a te pas de pose la trust, question quand même. il y a pas de trust de bébé qui est effectué, en tout cas, pas de la manière dont on l'entend chez l'adulte. Maintenant, clairement, si on parle d'une approche structurelle, effectivement, on s'adresse au système locomoteur, donc au système ostéo-articulaire et je dirais, hémiofacial, hein, puisqu'on parle de tissu aussi. C'est une entité globale, hein, puisqu'on a vraiment cette approche quand même multidimensionnelle ou multifactorielle qui fait vraiment notre spécificité, où on reste holistique et globaux dans l'abord de nos patients. Alors, si on parle effectivement d'approche structurelle, c'est peut-être plus aussi en référence à, je dirais, peut-être la
terminologie qu'on utilise dans notre dialectique, hein, à savoir les dysfonctions ou les restrictions de mobilité tissulaire. Effectivement, est-ce qu'on est fonctionnel, est-ce qu'on est structurel? Je rapproche ça peut-être, ce débat-là, en fonction de est-ce que je vais dans la facilité du tissu? Est-ce que j'accompagne le tissu dans sa facilité? Ou est-ce que je vais plutôt aller me positionner en termes de restriction de mobilité tissulaire sur lesquelles je vais essayer de gagner dans la piste de mouvement? Alors, moi, personnellement, c'est vrai que je suis plutôt d'un abord direct, à savoir où je vais essayer de gagner dans la piste de mouvement restreint. Donc, je vais essayer de réduire ma restriction de mobilité de manière à libérer une piste de mouvement restreinte. Maintenant, clairement, par exemple, de par les approches qu'on développe, il est tout à fait possible pour les collègues qui ont plus de facilité ou en tout cas plus de confort à travailler justement dans le confort et dans la facilité de mouvement, de pouvoir utiliser exactement les mêmes techniques et le même abord en travaillant dans la piste de mouvement inverse, hein. Donc, Oui, c'est moi, juste je que pense qu'il tu ne faut parles. pas être dogmatique, clairement. Ici, l'idée, c'est clairement de libérer quand même une mobilité et articulaire et tissulaire. Ouais, aller dans un sens ou dans un autre, de toute manière. C'est Ouais, ouais, tout à fait. savoir changer de point de vue. Les points de vue, c'est effectivement, ben, voilà, c'est quelque chose de personnel. Donc, ne nous fixons pas sur je suis direct ou je suis indirect. Je pense que voilà, l'idée, c'est quand même d'enrichir le propos, de globaliser un peu l'approche et surtout d'être, je dirais, le plus pertinent possible dans sa prise en charge, à savoir de comprendre quand même à quelle entité on a affaire et de pouvoir justement, en fonction de ce contexte clinique ou avec l'éclairage des connaissances scientifiques actualisées, de pouvoir assurer la meilleure prise en charge possible de nos patients. Je ne sais pas si ça répond Alors, à la question. oui, 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 non, non, bien sûr, c'est ça, hein. Donc, je suis exactement du même avis, hein. Quand on parle de structurel, il ne faut pas forcément voir une technique qui craque, hein. D'ailleurs, si quelque part on en est venu à travailler ensemble et à proposer cette formation chez Ostéostructure, c'est parce qu'on a exactement la même approche Ouais. philosophique. Pour moi, le structurel n'est pas une technique qui craque forcément. Le structurel, c'est s'intéresser à la structure. Voilà, la structure et surtout la structure qui, bien sûr, génère la fonction et la fonction qui entretient la structure. Savoir faire le lien entre les deux, ne pas être obtus dans un système ou dans un autre, et savoir aussi parfois, ben, quand on ne peut pas aller dans la facilitation, enfin quand on ne peut pas aller dans la restriction, passer par la facilitation, ne pas rester non plus que dans la facilitation, parce qu'à Ouais. un moment ou à un autre, il va bien falloir retourner vers la restriction. Il faut tout simplement savoir voyager dans les deux systèmes. Et ben, c'était un petit peu l'intérêt de ma question. Alors, on va maintenant passer bien sûr au vif du sujet, après cette présentation un peu à la fois de ton cursus, de l'équipe, de la formation en général, hein, de la pédiatrie en général. Euh, Effectivement, toi, tu interviens dans cette formation en particulier sur les troubles de la succion, pas que, mais Pas que, mais effectivement, bon, voilà, c'est toi qui développes les troubles de la succion. la thématique, oui, tout à fait. Voilà. On ne pouvait pas, bien sûr, aujourd'hui, il n'est pas le but d'ailleurs hein, de ces conférences, de tout développer la formation. Une heure et demie, c'est impossible de pouvoir développer 5 jours de formation. Euh, donc j'ai choisi les troubles de la succion parce que finalement on en parle peu de ces troubles de la succion. On a plutôt tendance à toujours voir RGO, RGO, RGO ou plagio, etc. Et effectivement, moi-même, je suis interpellé par ces troubles de la succion et je m'aperçois, bah, j'ai lu bien sûr le poly, le riche poly que vous avez fourni. Je ne sais plus combien il y a de pages, mais on en est. Quelques-unes. Ah ouais, je crois que sur les 5 jours, il y a 300 ou 400 pages à peu près. 300, c'est sûr et certain. De quoi faire un bouquin, je pense. Hein. De quoi faire un bouquin d'ostéo. Oui, je pense qu'on pourrait faire un livre, effectivement. Donc, effectivement, moi-même, je pense que j'ai dû passer à côté des problèmes de succion. Et justement, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un petit peu ce Ah, mais soir. c'est parfait. À travers quelques exposés. Le but, encore une fois, n'est pas forcément de tout décrire, mais au moins d'intéresser nos interlocuteurs ce soir sur ce phénomène qui finalement est plus courant qu'on ne croit.
Oui, donc effectivement, comme tu le soulignes, c'est un phénomène plus courant qu'on ne le pense. Bon, sans parler non plus de cette grande vague ou mode liée aux freins restrictifs buccaux, hein. Donc là, je pense qu'il y a un terrain de jeu qui peut être tout à fait commun, évidemment, hein, qui rejoint les troubles de la succion. Mais bon, les troubles de succion ne se limitent pas à des troubles consécutifs à la présence d'un frein restrictif buccal. Donc ça, c'est pour introduire le propos. Mais bon, donc on développe également la thématique des freins restrictifs buccaux, ou en tout cas ce qui est spécifique à l'ostéopathie au cours de la formation. Maintenant, clairement, les troubles de succion, comment j'en suis arrivé à en faire une thématique de recherche? Bien, tout simplement, au cours de ma réflexion sur justement un sujet de recherche clinique, j'ai d'abord fort pensé aux sutures crâniennes, mais je dirais que la mise en place d'un protocole expérimental était vraiment très compliquée en termes de matériel, d'acquisition de matériel. On a besoin quand même de jauges de contraintes, on a besoin de sujets animaux. Donc, l'organisation même de la recherche était vraiment ardue et compliquée à mettre en place. Par contre, au bout de quelques années, en fait, mon parcours de réflexion a été justement inversé, à savoir je suis parti de la réflexion de me dire, tiens, qu'est-ce qui dans ma pratique clinique quotidienne va pouvoir à un moment donné faire l'objet d'une recherche clinique. Et donc, étant intervenant depuis quand même maintenant une bonne dizaine d'années dans deux maternités très actives de l'agglomération bruxelloise, euh, en fait, il m'a apparu assez naturellement évident de m'intéresser à cette thématique parce qu'en fait, tout simplement, dans mon cabinet se retrouvaient tous les enfants avec des troubles d'allaitement, donc des situations d'allaitement difficiles, où finalement, le couple, donc la diade mère-enfant, a fait plus ou moins le tour de l'ensemble des intervenants périnataux. Et ces gens, en fait, un peu en désespoir de cause, se retrouvaient chez moi. Et il se fait que on peut parler d'une majorité de cas, j'arrivais à pouvoir vraiment les aider dans cette situation qui était vraiment un peu une forme de cercle vicieux. Donc, en périnatalité, on parle souvent de cercle vertueux et de cercle vicieux. Et donc, ces diades mère-enfant arrivaient chez moi dans une boucle vicieuse. Ils se retrouvaient un peu dans un cul-de-sac. Donc, ils n'en sortaient pas. Du côté maternel, on se retrouvait avec des mamans avec des douleurs mammaires quand même importantes, un stress vécu très important, avec une situation d'échec précoce, hein, puisque bon, on se retrouve avec des nouveau-nés qui ne prennent pas de poids, qui font mal à leur maman au cours des épisodes d'allaitement. Et donc, voilà, le bébé, lui, de son côté, évidemment, si la mère est stressée, il l'est également. Et la plupart du temps, ils nous sont adressés parce qu'en fait, ils cassent leur courbe de poids. Donc, ce sont des enfants qui ne grandissent pas, en tout cas, qui n'ont pas une croissance suffisante sur les premières semaines de vie. Et donc, on se retrouvait dans des situations vraiment où, si on prend un peu le tableau de bord de la diade mère-enfant, ben, ça clignotait dans tous les sens. Et ben voilà, en fait, au quotidien, je me suis retrouvé avec pas mal de mamans et de leurs bébés en difficulté. Et en fait, en me rendant compte que ben, l'ostéopathie, quand même, apportait un élément de réponse, peut-être pas pour l'ensemble des cas, mais en tout cas, dans beaucoup de cas, on les aidait. Justement, on fournissait peut-être un prérequis justement on les aidait en fait à casser cette boucle vicieuse et à pouvoir redémarrer quelque chose de beaucoup plus positif et de retomber, je dirais, dans un cercle plus vertueux et de pouvoir réenclencher une croissance beaucoup plus harmonieuse, quoi. Voilà. Et de là, en fait, est partie la réflexion. Et donc, on a mis en place réellement un protocole de prise en charge standardisé au niveau d'une étude clinique qui dure maintenant depuis 6 ans et qui est en cours d'acquisition de données, qui montre quand même des résultats assez encourageants. On n'en est pas encore au stade je dirais, de la publication d'un article complet, mais voilà, les données sont en cours d'acquisition et les résultats sont plutôt encourageants. Il faut commencer par une anamnèse précise. Donc, alors, l'anamnèse, c'est vrai que
l'anamnèse en pédiatrie, parfois, alors, c'est toujours les mêmes questions. La grossesse, ça s'est bien passé, l'accouchement, ça s'est bien passé. Et effectivement, on ne rentre peut-être pas assez parfois dans le détail. Alors, dans cette anamnèse précise, par exemple, je vois l'ankyloglossie. Alors, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un Alors, petit peu sur l'ankyloglossie? Parce que moi, j'ai un peu. alors bon, voilà, c'est vrai que quand la maman arrive à la consultation, bon, bah, l'anamnèse, effectivement, l'anamnèse précise, ça va se faire au travers de ce que la mère en décrit, hein. Donc, clairement, le contexte clinique classique, hein, assez typique d'ailleurs de prise de contact, c'est ah, voilà, la consultante en lactation m'envoie chez vous parce que justement, nous avons un souci au niveau de la lactation, mon enfant ne prend pas de poids ou mon allaitement est très douloureux. Les gens prennent rendez-vous. Et pour ce profil de plainte, je m'arrange en tout cas pour libérer rapidement une place pour recevoir justement le couple mère-enfant. Et donc, au cours, je dirais, de ce premier entretien, effectivement, si on parle d'ankyloglossie, eh bien, l'ankyloglossie constitue, en fait, est constituée par l'ankylose de la langue. Donc, c'est une langue, en fait, qui manque de motricité et de mobilité. Donc, une ankyloglossie, ça va être mis en évidence à l'anamnèse par des clics de langue, une langue qui fait un bruit de clic au moment de la lactation. Ça va être également mis en évidence éventuellement par certains bruits, donc des fuites aériques au moment de la lactation également. Un bébé qui, justement, aura tendance peut-être à roter systématiquement après sa session de lactation. Voilà, donc l'ankyloglossie, en tant que telle, on ne va pas pouvoir la mettre en évidence comme ça, mais on aura toute une série de signes cliniques assez discrets qui vont nous permettre d'en déduire sa présence, en tout cas. Ouais, perte de poids aussi associée, endormissement au sein, durée excessive des tétés, pleurs en tout cas. Tout à Euh, fait. Donc, voilà. en fait, si tu veux, enfin, je dirais au fur et à mesure de l'entretien clinique, et ça, c'est assez, assez commun aux autres plaintes en tout cas, se dégage en fait un profil clinique de l'enfant qui a un trouble de succion, Ok. avec une conjonction d'éléments qui vont faire penser en tout cas à cette hypothèse de traitement. Oui, donc en fait, une anamnèse très basée sur la clinique, l'observation Oui. et avec des questions précises qu'il faut poser à Des la questions maman. précises qui amènent des réponses évidemment qui vont nous éclairer. Donc, effectivement, les réponses ne sont conditionnées que par les questions qu'on pose, hein. Si on demande à la mère est-ce que l'allaitement se passe bien, bah, c'est peut-être un peu Alors, juste. voilà, justement, on va donc avoir un bilan d'observation, on va avoir un bilan fonctionnel, bilan d'observation par rapport aux asymétries faciales, rétroglossie, macroglossie, microglossie, torticolis. Tout ça, ça va être un petit peu des indicateurs, Tout à fait. parce que la maman ne se rend pas forcément compte qu'il y a un trouble de la succion. Alors, je dirais que par expérience, surtout sur des primipares, hein, donc dans le cas de mamans ayant leur premier bébé, je pense que tu ne peux pas demander à une mère de dire, bon, est-ce que votre enfant, là, tel que vous voyez sa photo, vous le trouvez symétrique? C'est impossible pour une mère Bien sûr. qui a son premier bébé de se rendre compte de tout ça. Donc, c'est vrai que c'est l'œil aiguisé du clinicien qui va dire, bon, ben voilà, mon orbite ici, si je prends la photo que tu nous présentes, ben voilà, l'orbite en tout cas l'orbite gauche de l'enfant, mais donc située du côté droit quand on regarde l'écran, ben, l'orbite est plus fermée. Alors on n'a pas de déviation de la cloison nasale. Par contre, quand on regarde déjà la forme générale de la mandibule, effectivement, on a déjà une asymétrie, hein. On voit que la commissure de lèvres gauche de l'enfant remonte. Donc, on va probablement trouver en lui ouvrant la bouche une asymétrie gingivale. Et donc voilà, tu vois, c'est vraiment quelque chose de clinique basé sur une observation, je dirais, fine, qui va nous permettre déjà d'établir vraiment une forme de scoring de l'enfant, hein. Donc vraiment, on va l'évaluer et de la tête aux pieds, s'en faire une idée au niveau de sa structure et de son fonctionnement, quoi. Alors, par rapport au bilan fonctionnel, alors l'évaluation de la succion au sein et la succion au doigt, j'imagine que
tu mets ton petit doigt pour voir un peu Tout à fait. Ouais, ouais. où on est. Mais l'évaluation de la succion au sein, il peut t'arriver de te demander. Tout à fait. Oui, oui, Ah ouais, c'est d'accord. fréquent, c'est fréquent. Donc là, vraiment, effectivement, alors peut-être pas d'emblée demander à la maman de Oui, mettre pas l'enfant forcément en enceinte, première mais intention. effectivement, sur une séance, au décours d'une séance, il m'arrive régulièrement de demander à la maman de mettre l'enfant enceinte. Ne fût-ce que pour quand on a éventuellement un doute sur telle ou telle dysfonction ou telle question plus spécifique, on demande à la maman de mettre l'enfant enceinte, ou alors ne fût-ce qu'après traitement, hein. D'accord. Après traitement, donc de voir si la maman a déjà plus de facilité ou moins de difficulté à mettre l'enfant enceinte. D'accord. Ah oui, oui. Avant et après, oui, juste après le traitement pour voir effectivement Tout à si fait. le traitement est efficace assez rapidement en général. Ah, bah alors, c'est assez instantané, hein. Je dirais que parfois, si l'enfant est justement, tu vois, un peu fatigué ou a quand même, je dirais, été assez fort manipulé, donc on a quand même modifié pas mal de zones de tension. C'est peut-être pas immédiat, mais en général, c'est dans les heures qui suivent la consultation que la maman sent déjà une évolution, quoi. Bon, évidemment, on ne peut jamais dire jamais, mais dans la grande majorité des cas, on est dans ce type de situation et de décours de réaction post-traitement, quoi. Alors, on va passer un petit peu à la pratique, aux techniques. Donc, tu nous proposes dans un premier temps donc, des techniques d'ouverture des foramens de la base crânienne, en Oui. particulier bien sûr le stylomastoïdien, le foramen jugulaire, l'hypoglosse et le nerf mandibulaire, donc le 5-3. Oui. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui t'amène à aller plutôt investiguer ces foramens-là? Alors, en fait, tout ça est lié à la commande neuromotrice, je dirais, des organes de la succion, que sont la langue, les muscles du plancher buccal et les muscles pharyngiens. Donc, on a réellement ici, je dirais, une approche neuromotrice. Voilà, je vais l'exprimer comme ça, quoi. Et donc, c'est vrai que toutes les impactions de la base crânienne liées à que ça aille du moulage in utero à une extraction instrumentée de type forceps ou ventouse auront clairement un impact mécanique sur les sutures de la base crânienne. Et entre les sutures passent les foramina d'émergence des nerfs crâniens qui commandent la fonction de succion et déglutition. Ce sont quatre techniques différentes ou Oui, tu tout à fait. as Tout à fait. ouais, Ce sont quatre des techniques. techniques individualisées qui vont réellement s'adresser à chaque zone d'émergence crânienne. Ok, tu fais plutôt le bébé couché sur le dos, Oui, en général, couché sur le dos, tout à fait. avec Ouais. rotation de la tête, tu vois. En En bilatéral, rotation de la tête ou unilatéral? latérale, tout à fait. En bilatéral, j'ai pas bien compris. Bilatérale, oui, tout à fait. Ouais. D'accord, ok. Avec plutôt là un travail tissulaire, mais encore une fois, Alors, voilà, maintenant, là, je sors d'un congrès qui a eu lieu samedi, hein, donc organisé par la principale union professionnelle de Belgique, congrès scientifique sur l'état de la question en pédiatrie, justement sur euh, l'ostéopathie pédiatrique et les approches scientifiques actualisées. Et donc, je dirais que là, moi, j'ai dû présenter un exposé, donc, je dirais, relatif à ce que Pierre-Michel développe dans le cours de pédiatrie. Donc, il y a quand même un transfert assez direct entre nos exposés et le cours de pédiatrie. Et donc là, je dirais, je développais justement la thématique des sutures et leur biomécanique au niveau du congrès. Et en fait, il s'avère que sur modèle animal, on a des contraintes qui sont assez légères, hein, de 1 à 5 newtons, de 1 à 5 newtons sur une suture pour pouvoir justement prouver qu'on a un effet mécanique sur la suture et sa croissance. ouais. Donc, les mises en tension, effectivement, se font sur les zones de projection d'émergence des nerfs crâniens, mais les contraintes appliquées sur ces zones sont quand même toujours très douces, hein. Voilà. Alors, Oui, ça peut paraître. D'ailleurs, c'est simple, hein, pour te donner un feedback, les parents me disent bah, voilà, vous lui faites un massage là. d'accord. Et on est sur un travail sutural. Pourtant, on est sur un travail sutural, tu vois. Ouais, comme quoi.
Alors, je pense aussi, je rajouterais quand même par rapport à ça, c'est vrai que finalement, beaucoup d'auteurs montrent, enfin, en tout cas, s'attachent à insister sur le fait qu'à partir du moment où on connaît bien son anatomie, à partir du moment où on est précis dans ses mises en tension, évidemment, ça nous évite de devoir générer des leviers importants. Donc, en fait, c'est la précision, c'est la connaissance anatomophysiologique qui vont réellement nous apporter la pertinence. La protusion mandibulaire, c'est une technique sur la protusion mandibulaire. Alors, Peux-tu... ce sont des techniques adressées à la mandibule, et donc là, réellement, on va, je dirais, l'idée en tout cas est de réellement stimuler cette mobilité antéro-postérieure de la mandibule, mobilité qui est en fait tout à fait physiologique, hein, utilisée par le nourrisson qui a une succion physiologique pour justement pouvoir extraire correctement le lait de la glande mammaire. Donc, on restitue ce mouvement dans sa mobilité antéro-postérieure en travaillant évidemment sur les fascias et muscles du plancher buccal, c'est-à-dire la musculature supra- et infrahyoïdienne. On est un peu sur un étirement du digastrique antérieur, Entre autres. entre autres, entre autres. Entre autres, ouais, Ça va ouais. pas faire partie de ce travail facial. Ça fait partie de ce travail myofascial, tout à fait. Et tu vas un peu plus bas sur le sternum, le thorax aussi un peu. Tout à fait. Bien Tu sûr, peux hein. Donc, aller on est dans le principe des chaînes faciales, hein. Donc, si tu veux, bon, de manière focale, j'aurais tendance peut-être à focaliser au niveau de l'osioïde, où effectivement, on a ce relais entre les ventres antérieurs et postérieurs du digastrique, mais effectivement, je peux très bien modifier ma zone d'appui sur éventuellement l'appendice kyphoïde et puis sur le corps du sternum, quoi. tout en demandant donc le réflexe un peu de succion. Tu fais Ouais, aussi. bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, on peut D'accord. Donc, vraiment tu sur des. associes le réflexe de succion avec le travail un peu de relâchement facial de tout l'appareil hyoïdien, supra-infrahyoïdien, l'appareil laryngé, œsophage, même en allant ensuite vers un peu tout ce qui est gastrique et diaphragmatique. Diaphragmatique en tout cas, sûrement. Diaphragmatique. Alors, une approche un peu des techniques, un peu des cylindres. Alors les cylindres, moi je connais pas. J'ai pas fait de Enfin, formation. technique un peu de mobilisation, on va dire, de l'hémithorax. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Alors oui, on est clairement sur ce genre de technique aussi, hein. D'accord, ok. Ouais. Alors, les techniques intrabuccales, justement. Parle-nous un petit peu des techniques intrabuccales appliquées à la langue. Alors, c'est vraiment, on va avoir une action directe sur la langue ou plus, qu'est-ce que tu entends par une technique intrabuccale appliquée directement à la langue? Alors en fait, la langue, il faut savoir quand même que c'est énormément de muscles. Si tu prends une langue de bœuf, que tu achètes une langue de bœuf, que tu t'amuses à la découper, à la disséquer, c'est une musculature incroyable, hein. Ça, il faut le savoir. Alors, voilà, il y a, je pense, de l'ordre d'une vingtaine de muscles dans la langue. Là, j'ai plus, moi, je t'avoue, j'ai plus révisé mon PowerPoint comme ça, mais on est, je pense, sur de l'ordre de 17 muscles, quoi. Intrinsèques, extrinsèques. Donc, clairement, sur une langue rétractée, ben, on va effectivement devoir avoir une action manuelle. Tu Alors, vas tracter la langue un peu vers l'avant, c'est ça? une langue postérieure, c'est souvent, je dirais, Laura et moi, on a cette particularité d'intervenir en centre néonataux, donc sur des petits prématurés, des enfants qui ont été chez on appelle ça les vieux prémat, donc les ex-prématurés, donc des enfants nés voilà, de manière prématurée, mais qui ont donc survécu, qui ont grandi, assuré leur croissance et où leur pronostic vital a par moments été engagé et où ils en ont justement, je dirais, où ils ont pu justement gagner cette bataille, ou en tout cas relever le challenge de survivre et de croître. Par contre, un enfant qui a été effectivement extrait du ventre de manière prématurée n'a pas du tout le même comportement, entre autres moteurs, qu'un enfant né à terme. Entre autres, de par le fait que voilà, sa croissance doit être assurée à l'extérieur de l'utérus et que donc ce moulage en flexion qu'il a sur les dernières semaines de grossesse n'a pas pu se faire. Et donc, autre spécificité chez les enfants qui ont été intubés, ventilés, donc avec des tubes dans la bouche,
eh bien, en fait, la langue a été clairement, je dirais, mise en sourdine dans son activité motrice. À savoir que vous vous retrouvez avec un tube endotrachéal dans la bouche, ben, l'activité de succion n'a pas pu se faire de manière physiologique. Et on se retrouve avec des enfants avec une langue figée, une langue un peu en position postérieure, rétractée, et probablement déterminée par la présence du tube endotrachéal. Donc, on se retrouve avec des enfants qu'on doit réellement prendre en charge pour réellement refonctionnaliser cette langue, en fait. Et D'accord. donc, avec nos techniques justement manuelles directes, on va pouvoir justement restituer un péristaltisme à cet organe musculo-muqueux pour lui redonner sa fonction première, qui est la succion, l'églutition. D'accord. Et là, la stimulation et la mobilisation du frein de la langue, Alors, donc là, on entre clairement dans justement la thématique des freins de langue. Et donc là, réellement, on va tester la mobilité du frein de langue et au travers de cette mobilité, on va déjà évaluer la fonction linguale, à savoir sa mobilité macroscopique. Et quand on a effectivement une mobilité qui est partielle, voire inexistante, on va pas pouvoir faire l'économie d'aller tester ce frein de langue. Et et le mobiliser, hein, on est d'accord. Maintenant, d'accord. quand on a affaire à un frein de langue restrictif, bon, ben, clairement, là, c'est la mise en tension même de la membrane qui va nous indiquer clairement le diagnostic. Et donc, il m'arrive régulièrement d'être consulté pour avis concernant un frein de langue qu'on suspecte être restrictif ou pas, quoi. Il y a beaucoup d'interventions. Parce que tu disais, pardon. Alors, oui, je pense qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup d'interventions. Alors, la question, à contrario, est est-ce que toutes les interventions sont nécessaires? Oui, voilà, c'est la question que je voulais Ah, poser. Voilà. voilà. Donc, la question qui en découle est est-ce que toutes les interventions sur frein de langue sont nécessaires? Alors, je pense que dans pas mal de cas, en tout cas qui me sont adressés, euh, je fais le diagnostic de frein de langue restrictif. Maintenant, pas dans tous les cas. Et donc, je pense qu'il faut effectivement raison garder et ne pas se laisser emporter par cette forme de mode qui est la thématique des freins de langue, enfin des freins restrictifs buccaux, hein. Je pense que, en tout cas, cette thématique a toute sa raison d'être. Je pense qu'elle soulève un peu le lièvre, savoir que c'était une thématique qui était probablement sous-estimée, méconnue du monde périnatal, et donc il y a quand même ce mérite de clairement poser cette thématique dans les différentes plaintes possibles chez le nourrisson. Il faut s'en préoccuper. Maintenant, clairement, bon, est-ce qu'on va couper les 8 freins buccaux chez tous les enfants? Non, Ça doit quand même être assez clairement pas. Voilà. traumatisant pour la maman et pour le bébé aussi. Disons que, sans parler de traumatisme, je pense il y a débat, et je pense que seules les études rigoureuses au niveau clinique vont pouvoir, je dirais, poser un cadre qui permettrait la sérénité de, de la question, en fait, hein, de la question posée, en tout cas des freins. Alors, il y a aussi une partie, la partie finale, on va dire. Donc, tu nous as proposé un traitement basé sur la neurologie, avec l'ouverture des foramen, bien sûr, toute la motricité, la sensibilité de la langue, là aussi, bien sûr, tout ce qui était le travail mécanique du plancher supra-infrayoïdien, euh, Mhm. l'abord un peu lingual direct, donc un peu une prise en charge, on va dire, mécaneuro. Et il y a aussi l'intérêt d'aller initier les parents et de leur montrer un peu de l'auto, je veux dire, pas de l'auto-rééducation, mais un peu. Non, je pense qu'effectivement, bon, impliquer les parents, c'est quelque part aussi leur permettre de pouvoir reprendre un peu pied dans ce type de thématique, hein. Donc, je retrace le contexte. C'est quand même une mère qui est en difficulté d'allaitement. C'est quand même pour une diade mère-enfant qui commence dans la vie une forme de challenge, ou en tout cas quelque chose qui s'apparente parfois à de l'échec, hein. Donc, on commence mal. Donc, des mamans qui sont déjà un peu sensibles au stress ou qui ont des tendances dépressives du postpartum, il n'en faut pas plus pour vous mettre une maman par terre, hein. Donc, je crois qu'effectivement, impliquer les parents dans le suivi
Et la prise en charge ne peut qu'être bénéfique à l'évolution de l'état de nos bébés, quoi, hein. Et donc, effectivement, pour ajouter aussi, clairement, l'implication parentale est, je pense, un des facteurs de réussite du traitement. Et toujours basé quand même beaucoup sur l'espace hyoïdien. Tout à fait, oui, exactement. Donc, Alors, des petites manœuvres de massage, de relâchement. tout à fait. Pendant la prise au sein, tu peux le faire pendant la prise au sein, non? Pas. Si. Alors, pendant la prise au sein, tout dépend de la réaction du sujet, hein. Donc, il y a des enfants, tu peux leur masser le plancher buccal et justement aller travailler les tensions du plancher buccal, du mylo-hyoïdien, des différentes strates du plancher buccal pendant la tétée. L'enfant va se laisser faire, certains ne supportent pas. Mais ça, voilà, je pense que en l'expliquant bien aux parents, c'est soit pendant la tétée, soit pendant la sieste, soit dans des périodes d'éveil calme, hein, tout Ouais, simplement. quand on parle de montrer le chemin, c'est un peu ça. C'est Ouais, exactement. aider l'enfant pendant la succion, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je fais pendant le traitement, en fait, hein. C'est mon action manuelle, hein. D'accord. En conclusion, donc bien sûr, à la suite de cette formation hein, que vous donnez sur la pédiatrie, quelles seront les compétences du stagiaire? Qu'est-ce que ça va lui apporter, cette formation? Alors, tout dépend évidemment Son du application, bien type de sûr. stagiaire qu'on a aussi, hein, parce que bon, je pense que bon, pour un ostéopathe débutant, ça a sûrement ses vertus, à savoir que bon, je ne connais pas le niveau de formation en pédiatrie des différents collèges en France. Je sais, pour avoir déjà donné une première formation avec toi à Lille, que au collège de Lille, ils étaient quand même plutôt bien formés en pédiatrie. Maintenant, clairement, chez nous, les étudiants qui sortent de l'ULB, donc de l'Université de Bruxelles, ont un prérequis donc à l'ostéopathie pédiatrique, mais par contre, en termes de formation pédiatrique, ils ne le sont pas en formation d'ostéopathie pédiatrique. Donc, je pense que pour un ostéopathe débutant qui veut se familiariser avec la pratique de l'ostéopathie pédiatrique, je pense que cette formation est tout à fait adaptée à la demande. À savoir qu'on fait l'état des lieux de la question scientifique pour chaque item, pour chaque plainte. Et je pense que l'éventail thérapeutique proposé en association avec chaque plainte est quand même assez complet. Et si bon, on peut, entre guillemets, se situer sur le marché de la formation en ostéopathie pédiatrique, je pense qu'on a une des formations pratiques les plus complètes. Pour avoir moi-même suivi pas mal de formations en ostéopathie pédiatrique, je pouvais souvent faire le reproche euh, de formations très théoriques et peu pratiques, ou Ouais. alors de formations pratiques où il n'y avait aucun substrat théorique. Donc ici, on a vraiment essayé de trouver la balance optimale entre la théorie et le transfert à la pratique. Donc, qu'est-ce que la formation a apporté? C'est justement une connaissance approfondie de la littérature concernant chaque plainte, littérature scientifique actualisée, donc l'état de la question, une connaissance anatomophysiologique et physiopathologique de chaque entité clinique et des techniques ostéopathiques qui en découlent. Donc, je pense qu'en termes de formation pratique, sur les principales plaintes en ostéopathie pédiatrique, vous serez correctement formé. C'est assez carré. On part de la science, de la clinique, on met en place un protocole, on met en place des techniques appropriées. On va rester dans le carré de chez Carré, quoi. On est très, très structuré. On essaye en tout cas de l'être autant que faire se peut. Ouais. Voilà, je pense que ça, si ça doit résumer un petit peu notre profil de formation, oui, effectivement, on essaye d'être structuré, d'être pédagogue et de rester cohérent avec les connaissances actuelles concernant chaque plainte, tu vois. Maintenant, c'est clair que moi, je ne vais pas donner la couleur de fond de chaque bébé, hein. Ce n'est pas du tout mon propos. Je suis ostéopathe, je traite avec mes mains et voilà, je réfléchis avec ma tête. Alors, en conclusion, voilà, cette formation et tout ce que tu nous as bien sûr évoqué aujourd'hui, j'en ai déjà appris beaucoup plus sur les troubles de la succion. Tant C'est mieux. d'acquérir des connaissances anatomiques et cliniques, sémiologiques, hein, bien sûr, concernant tous les principaux troubles fonctionnels du nouveau-né, de développer une conduite diagnostique et thérapeutique optimisée, hein, se baser encore une fois sur la science. Et c'est vrai que je n'arrête pas de le défendre, hein, mais
l'ANAT, la neuro, c'est ce que je dis aussi moi à mes stagiaires, hein. Sur la table de nuit à droite, vous mettez un bouquin d'anatomie et sur la table de nuit à gauche, vous mettez un bouquin de neurologie. Euh, Ouais. Parce que pour moi, c'est quand même l'essentiel. Alors, je n'irai pas, bien sûr, sur d'autres terrains, mais il y a parfois des phrases qui me font bondir. Alors, bien sûr que l'émotionnel est important, bien sûr que l'environnement est important, on est tous d'accord avec ça. On a des variables, ce que j'appelle moi extra-systémiques, est-ce qu'on peut les maîtriser? Est-ce que c'est notre rôle aussi de maîtriser toutes les variables et tout l'émotionnel qui est parfois très compliqué? Et on peut participer, mais de là à être… Alors, je pense que, bah, quand même, enfin, je rebondis par rapport à ce que tu me dis là. Je pense qu'effectivement, on ne maîtrise pas tout maintenant. C'est vrai qu'en être conscient, je crois que c'est aussi tenir compte, en tout cas, de cette dimension-là, hein. Je pense que vraiment, si des entités comme le KISS, le syndrome KISS ou les freins restrictifs buccaux prennent corps et ont autant de succès, c'est pas par hasard, hein. C'est justement parce qu'on est aussi en présence d'une variable culturelle et sociale, quoi. Psychologique, culturelle et sociale. Donc, je pense qu'on a réellement une part d'irrationnel tous en nous et que, bah, voilà, en fonction je dirais, du discours tenu, on aura toujours un public, hein. Donc, je crois qu'effectivement, ici, l'idée n'est pas de convaincre tout le monde, mais de définir notre identité en tant que formateur et d'éclaircir notre logique d'enseignement, notre philosophie d'enseignement, qui est quand même basée sur la science, quoi. Ouais, rester proche de la science, même si, bien Oui, sûr, on pourrait d'ailleurs, l'idée, bien sûr, on va dire que c'est une formation, ce sont les bases, le B à bas pour moi, comme des fondations, comme j'appelle ça, pour moi, ce sont les fondations de l'ostéopathie. C'est la science, l'anatomie, la neurophysiologie. Bien sûr qu'on peut aller encore beaucoup plus loin et on pourra en discuter si on pour aller encore plus loin éventuellement dans oui, mais d'autres donc domaines. là, effectivement, on peut Et aller plus loin. sans oublier les fondations, jamais oublier les fondations. Mais tu vois, c'est là où aussi je pense que promettre monts et merveilles, on peut. Maintenant, je pense qu'effectivement, on reste dans un cadre qui tourne autour justement de la connaissance, quoi. On reste dans ce qui nous définit, à savoir ben voilà, la connaissance de la physiologie, de l'anatomie, de la sémiologie, avec un raisonnement clinique cohérent par rapport au plein de traités, quoi. Donc voilà, je dirais que je reste dans mon rôle d'ostéopathe et de thérapeute manuel. Tout ce qui est de l'ordre de la parapsychologie et qui me dépasse, je laisse ça à d'autres professionnels qui sont formés pour. Ouais, voilà, exactement. En tout cas, mais Soum, je te remercie de ta disponibilité ce soir. C'est moi qui te remercie de nous avoir présentés. Voilà, donc c'était l'occasion, bien sûr, de présenter un peu l'équipe pédiatrique qui intervient sur l'île. Donc pour cette formation pédiatrique très basée sur, on peut le dire, hein, très basée bien sûr sur la science et sur les connaissances scientifiques actualisées, comme tu as pu nous en parler. Alors bien sûr, tous ces rapports avec la science sont mis en évidence lors de la formation. Je pense que vous en faites les rappels et vous en faites les liens, Oui. hein, pour apporter en Oui, fait on a à chaque fois une introduction théorique assez exhaustive pour chaque chaque thématique. thème avec les publications qui vont avec, hein. Tout à fait. Tu nous as parlé du trouble de la succion, présenter bien sûr le trouble de la succion. Encore une fois, c'est impossible en une heure de faire toute la formation sur le trouble de la succion. Alors, combien tu consacres un peu pendant la formation là, sur le trouble de la succion, juste pour donner un peu une idée, une Bon, je pense après-midi, quand même qu'on est sur. Alors, attends, hein, entre l'intro. une demi-journée? Une petite demi-journée, ouais, quelque Ouais, chose comme voilà, c'est ça. C'est ce que, voilà, une petite demi-journée consacrée à la succion. Tu parles aussi des RGO, c'est la suite ça. logique en fait. Ouais. Le RGO, donc en fait, si tu veux, on fait vraiment
on couvre l'ensemble des plaintes du tractus gastro-intestinal de la bouche à la sortie. À la sortie, juste correct. Bon, en tout cas, encore merci beaucoup, Sung, pour ta disponibilité, ta Avec gentillesse. plaisir. Euh, nous voyons bientôt, hein, puisque tu viens justement pour la promo 2, donc le dernier stage de la promo 2, c'est au mois de mai, là, bientôt. Au mois de mai, tout à Ah, fait. Dans 2 semaines, je pense. Dans 2 semaines, exactement. Dans Ouais, 2 semaines, donc on aura l'occasion de se rencontrer à Lille. Donc la tout à fait. promo 3 va bientôt démarrer, si les conditions, bien sûr, sanitaires le permettent, mais à première vue, tout semble OK. Voilà, je remercie tout le monde ce soir pour cette participation à la 8e conférence ostéostructure. Je te remercie encore une fois. On se retrouve bientôt, À très bientôt. à très bientôt. Et il y aura une prochaine conférence d'ici un bon mois. Je n'ai pas encore programmé la date, mais vous serez bien sûr informés sur le whiplash. Voilà, j'ai envie qu'on parle un petit peu du whiplash, puisque c'est voilà, on entend souvent parler, et encore une fois, concrètement et scientifiquement, qu'est-ce que le whiplash. Donc, je vous informerai bien sûr de cette prochaine conférence. J'espère que cette conférence vous a plu, que vous avez pu apprendre un peu plus sur la succion et sur la pédiatrie et l'abord pédiatrique en général. Je vous souhaite à tous et à toutes à toutes et à tous, pardon, une bonne soirée, et vous recevrez bien sûr le lien avec le replay vidéo dans les prochains jours. Merci à toi, Sung. J'arrête de parler. Merci à toi. Bonne soirée à tout le monde Bonjour tout le et monde. à bientôt. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Hop. Ça va? C'est bon, nickel. Alors attends, Bon. hop, voilà, mettre fin.